Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 h sur Télé Djibouti. Voici les titres de ce journal. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, a présidé les travaux du Conseil des ministres. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Union européenne se mobilise pour répondre à l'afflux des migrants. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous disais dans le titre, sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 4e séance du Conseil des ministres, où 4 questions étaient inscrites à l'ordre du jour de ce Conseil. Écoutons le compte-rendu du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, par intérim, et ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, M. Ali Hassan Bahdoun. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 3 mars 2020 la 4e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement. Première question. Projet de loi portant ratification de la charte constitutive du Conseil des États arabes et africains côtiers de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Le projet de loi a pour objet la ratification de la charte constitutive du Conseil des États arabes et africains côtiers de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Les détroits de Bab el-Mandeb représentent un intérêt extrême pour la navigation. Situé entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, il est le 2e point de passage mondial où transite le flux commercial. Conscient de l'importance de cette zone maritime sur le plan commercial et transitaire, 8 pays côtiers de la mer Rouge et du golfe d'Aden ont signé le 6 janvier 2020 la charte créant le Conseil des États arabes et africains, dont l'objectif principal est d'assurer la libre circulation et la sécurité des personnes et des marchandises dans les eaux maritimes régionales et internationales, et de permettre une meilleure coopération dans plusieurs domaines politiques, économiques, sécuritaires, énergétiques, entre autres, entre ces États. Cette organisation sera munie d'un statut qui s'inscrit dans le cadre d'une convention avec l'ONU, l'Union africaine et la Ligue des États arabes, de manière à garantir une meilleure réalisation des objectifs. Cette charte mentionne également la possibilité au Conseil de coopérer avec les États non côtiers et des organisations régionales et internationales. L'adoption de ce projet permettra à notre pays de participer pleinement à la coopération et la sécurisation de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration. Deuxième question. Projet de loi portant ratification de la Convention de l'Organisation internationale du travail relative à la protection de la maternité. Le projet de loi a pour objet la ratification de la Convention numéro 183 sur la protection de la maternité. Le 9 mars 2019, lors de la Journée internationale des femmes, le président de la République a déclaré que le congé maternité passera de 14 semaines à 26 semaines pour permettre aux femmes de rester sur le marché du travail sans se retrouver face au choix cornélien de perdre son emploi ou de devoir quitter son nouveau-né bien trop tôt. Ainsi, la loi 51 de l'Assemblée nationale de l'an 2019, 8e législature, sur le congé maternité a été promulguée. Cette dernière étendant le délai les 10 congés de 26 à 26 semaines au lieu de 14 semaines au préalable. Le gouvernement a exprimé ainsi sa volonté d'affirmer la concrétisation de la protection de la maternité et de s'ériger parmi les pays de référence en matière de droits concédés au genre. La présente convention préconise l'adoption de mesures propres à garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination. Aussi, notre pays affiche le plus grand intérêt à la ratification de cette convention, qui constitue à ce jour l'instrument le plus pertinent en matière de protection de la maternité. Toujours ministère du Travail chargé de la réforme. Troisième question, projet de décret portant organisation du service civique des volontaires pour l'emploi. Le projet de décret a pour objet la création d'un service civique volontaire pour l'emploi au sein de la direction d'études et de la planification du ministère du Travail. Ce service aura pour mission d'assurer le rôle d'interconnexion entre les institutions œuvrant dans la politique de l'employabilité des jeunes et de renforcer l'amélioration et l'employabilité de ces jeunes diplômés
ou sans qualification pour l'acquisition d'une expérience professionnelle volontaire. Ce nouveau service propose des programmes de renforcement des capacités et d'insertion professionnelle aux jeunes diplômés et aux jeunes sans qualification, aux jeunes en situation de décrochage scolaire et sans occupation, ainsi que les jeunes à besoins spéciaux. Il offre l'opportunité aux jeunes de faire des expériences formatrices et enrichissantes, de tester ses talents et les talents de développement du sens civique. Ce service civique est structuré autour d'un comité stratégique et d'un comité de pilotage. La création de cet outil vise donc à renforcer l'engagement social, la cohésion et la solidarité nationale et la lutte contre le chômage. Puis le porte-parole du gouvernement est également revenu sur les questions qui ont été examinées ainsi que les communications faites durant ce conseil. Réécoutons-le. Quatrième question. Projet de décret portant affectation et nomination de magistrats. Sur proposition du ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, le Conseil des ministres a pris le décret suivant. Madame Lamis Mohamed Saïd, magistrate de 2e grade, 6e échelon, juge d'instruction au tribunal de première instance, est nommée au poste de fonction de procureur de la République en remplacement numérique de M. Eid Ahmed Ibrahim. M. Abdullahi Osman Ibrahim, magistrat de 2e grade, 6e échelon, conseiller à la Cour d'appel, est nommé magistrat instructeur près le tribunal de première instance. M. Eid Ahmed Ibrahim est nommé directeur de la communication et des technologies de l'information et de la documentation au ministère de la Justice, en remplacement de Mme Faiza Hussein Ouaïs. Mme Faiza Hussein Ouaïs est nommée conseillère technique auprès du ministre de la Justice. En fin de séance, les membres du gouvernement ont rendu compte de leur mission et ont fait divers communiqués. Communication. Le ministre de la Santé a fait un rapport de mission à la réunion ministérielle sur la flambée de la maladie du coronavirus, Covid-19, réunion qui s'est tenue du 20 au 22 février à Addis Abeba, dans le cadre de l'Union africaine. Le ministre du Budget a fait un compte-rendu sur sa participation à la 3e édition du Forum international intitulé FITA, Financing Investment and Trade in Africa, FITA 2020, qui s'est tenu du 4 au 6 février 2020 en Tunisie. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration a fait un rapport de sa mission à la réunion ministérielle sur la protection relative à la libre circulation des personnes et la transhumance dans la région de l'Igad, qui s'est tenue du 24 au 27 février 2020 à Khartoum. Enfin, le ministre du Logement a fait un compte-rendu sur sa participation à la 10e édition du Forum mondial urbain qui s'est tenu du 8 au 14 février 2020 à Abu Dhabi. Dans le cadre de ces rapports de compte-rendu, le ministre de la Santé a fait une communication relative à la question de la prévention de l'épidémie de coronavirus dans notre pays. En effet, une réunion s'est tenue hier sous la présence et la houlette du président de la République, où a été abordé les questions de traitement et de la prévention et des procédures de protection contre l'épidémie. En effet, nous savons tous que cette maladie, qui est une épidémie mondiale, une pandémie, se propage tous les jours. Donc, la réunion portait sur la sécurisation des entrées de notre pays, la mise en place des systèmes de contrôle et les préventions en cas de personnes contaminées. Prévention pour éviter la propagation de cette maladie et de cette épidémie, pour que la protection de la population soit au maximum. Il est vrai que nous sommes dans un contexte d'épidémie, donc il est important et urgent que chaque institution qui contribue à la santé publique joue son rôle pleinement. Donc il a été abordé lors de cette réunion que les ministres, notamment de la santé, de l'intérieur, qui s'occupent des entrées du pays, coopèrent également des douanes, coopèrent ensemble pour que les protections et les filtres nécessaires soient mis en place à l'entrée du pays, que ce soit par voie terrestre, maritime ou aérienne. D'autre part, le ministère de la Santé a fait connaître au Conseil des ministres la mise en place de centres de quarantaine qui pourraient être utilisés le cas échéant.
Autre actualité nationale, après sa participation à la première session ordinaire du Parlement djiboutien de cette année 2020 et un entretien avec le président de la République, M. Ismaël Merguele, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Tadesse Chafo, s'est rendu ce matin au lac Assal, dans le village de Randa, à l'invitation de son homologue de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed. Ainsi, la délégation comprenant notamment l'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie, des parlementaires djiboutiens, M. Omar Aden, s'est rendu sur la banquise de sel, à une époque où le sel et du lac Assal acheminé à dos de caravanes alimentées vers l'Éthiopie. Une occasion pour le responsable éthiopien de découvrir cette étendue de terre salée qui fait revisiter l'aventure de la plus ancienne route du commerce de sel. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, fin connaisseur de l'histoire locale, a fait revivre l'histoire de ce site quasi unique au monde. La délégation s'est ensuite rendue à Randa, village d'où le président Mohamed Al-Ahmed est originaire. Tadesse Chafo fut charmé par l'authenticité de ce village estival. Sur place, ils ont pu visiter le site appelé Our, une source d'eau intarissable. Ils ont ensuite effectué une courte marche pédestre sous forme de visite guidée sur les hauteurs de Randa. Et dans un interview qui lui a été accordé, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Tadesse Chafo, s'est réjoui de sa première visite à Djibouti et dans le village de Randa, situé sur l'axe du corridor nord-Tadjouria, Balhou, reliant Djibouti et l'Éthiopie. Cette visite, a-t-il dit, est manifestement une expression d'amitié, de fraternité et d'amour. C'est la base de tout ce progrès. Il a rappelé que c'est à travers ce genre de découverte que les liens tissent deviennent de plus en plus solides. Il a notamment remercié son homologue djiboutien pour son invitation, qui favorise cet esprit d'échange. Il a enfin souligné qu'en arrivant à Randa, il a été très honoré par l'accueil qui lui a été réservé, prévu qu'entre Djibouti et Éthiopiens, les liens restent plus solides que tout. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, après qu'il réjouit de faire découvrir la région de son homologue de l'Éthiopie, Tadesse Chafo, les deux pays, Djibouti et l'Éthiopie, sont liés, a-t-il dit, par des relations séculaires et sont très avancés dans l'intégration économique, citant un modèle de réussite et de succès au niveau africain. Écoutons-le. Le fait qu'il a répondu à l'invitation démontre que les relations qui existent entre les deux institutions sont au beau fixe et sa présence aujourd'hui dans la République de Djibouti démontre, comme j'avais souligné, donc, que les relations entre les deux peuples sont aussi au beau fixe. Donc l'Éthiopie et Djibouti entretiennent des relations et nous sommes la voix du peuple et nous sommes censés de solidifier, d'intensifier ces relations. Le président du Parlement éthiopien, comme on avait une très bonne relation, donc il a voulu rester 2 jours de plus. Donc d'où nous sommes déplacés dans le nord, on a visité ce matin le lac Assal et aujourd'hui nous sommes dans le village de Randa. Et mon homologue est très satisfait en fait de sa visite qu'il a eue à Djibouti et dans la région du Nord. Autre actualité nationale, une cérémonie de lancement officiel du plan national de développement sanitaire, autrement dit PNDS, pour la période 2020-2024, s'est tenue à l'hôtel Kempinski sous la houlette du ministre de la Santé, M. Mohamed Warsa Madiriye, du ministre des Finances et de l'Économie chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussadawale, du ministre de l'Emploi, M. Isman. Cette cérémonie a vu également la participation de la représentante résidente des systèmes des Nations Unies, Mme Barbara Menzi, et des différents corps diplomatiques présents à Djibouti, ainsi que de nombreuses agences onusiennes telles que la Banque mondiale, l'OMS, l'UNICEF et le PAM. Au cours de la cérémonie, les différents intervenants se sont succédés pour exposer les orientations stratégiques de ce nouveau PNDS 2020-2024 qui vise à atteindre un état de santé optimal pour toute la population djiboutienne. En effet, l'élaboration du PNDS résulte d'un processus inclusif, participatif, consensuel qui a remis l'ensemble des acteurs du secteur de la santé, privé et public, mais aussi la société civile, la communauté et les partenaires techniques et financiers. Ce nouveau plan s'attelle aussi à accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle afin de réaliser les ambitions retenues dans la vision 2035. Dans son discours, le ministre des Finances et de l'Économie chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussadawale, a d'emblée salué les efforts du département de la santé, entreprise sur tous les fronts. Écoutons-le. En premier temps, je comptais très sincèrement, par ma présence ici,
féliciter l'équipe du ministère de la Santé pour tous les efforts qu'ils sont en train de conduire depuis ces derniers temps, malgré les nombreux défis auxquels nous faisons face. Ces défis sont nombreux et en général, dans nos analyses prospectives, nous les avons d'ores et déjà intégrés dans notre démarche de rédaction de la vision à long terme de la République de Djibouti. Cependant, il y a des défis qui sont conjoncturels, récents et non des moindres, notamment sur les derniers étant ce virus qui est en train de sévir le monde. Et par voie de conséquence, suppose un travail encore beaucoup plus important de la part de la République de Djibouti en entier, mais également de l'équipe de la santé. Je tiens ici à faire part de ma satisfaction en tant que ministre de l'économie, mais également de la satisfaction de tous les partenaires, parce que nous constatons qu'il y a une démarche, si j'ose dire, un peu open book au ministère de la Santé. Et nous encourageons vers cette initiative pour que non seulement le budget qui est mis puisse être apprécié à sa juste valeur, mais que les partenaires mettent encore davantage de ressources. Parce que je disais tout à l'heure, dans mes recommandations, j'aurai également à faire une plaidoirie pour apporter suffisamment de ressources, en plus de ressources sur le plan budgétaire. De son côté, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirié, a rappelé les défis importants du secteur de la santé, notamment les épreuves des urgences sanitaires, des maladies vectorielles et diarrhéiques, auxquels se rajoutent les risques du nouveau virus Covid-19. À l'occasion du lancement de la stratégie nationale du secteur de la santé, votre présence parmi nous est le signe de l'intérêt particulier que vous portez au secteur de la santé et vous avez pour cela toute notre reconnaissance. Mesdames et Messieurs, le système de santé de Djibouti, malgré les progrès réalisés ces dernières années sur les indicateurs clés, fait face à des défis importants. C'est un système souvent mis à l'épreuve par des urgences sanitaires. C'est souvent le cas des maladies vectorielles diarrhéiques auxquels se rajoutent les risques de nouveaux virus Covid-19 pour lesquels nous poursuivons les efforts de préparation aujourd'hui. C'est enfin un système d'information sanitaire qui nécessite d'être renforcé et modernisé. Ce sont toutes ces spécificités qui sont prises en compte dans le nouveau plan quinquennal. Le plan de développement sanitaire PENDES 2020-2024 est la volonté d'une transformation de l'ensemble de notre système de santé. Une transformation qui veut apporter des solutions durables aux défis sanitaires liés aux maladies transmissibles, aux maladies non transmissibles, à la malnutrition et aux urgences sanitaires de toute nature. Une transformation qui se veut numérique pour faciliter la prise de décisions basée sur des données fiables transmises en temps réel. Mais surtout une transformation tournée vers la redevabilité et l'exigence de résultats à tous les niveaux. Autre actualité nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a accueilli hier matin dans son cabinet l'administratrice du programme de coopération technique de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Mme Adeline Djoti. Cette rencontre a permis de discuter de la même mise en œuvre
des projets de coopération technique qui incluent la formation des formateurs sur les techniques et applications pacifiques nucléaires, la mise en place d'une bibliothèque numérique et d'un système d'information du nucléaire, le développement d'un plan de ressources humaines dans les techniques nucléaires ainsi que l'évaluation des ressources naturelles utilisant des techniques nucléaires. Était présent à cette réunion le directeur général du Centre d'études et de recherche de Djibouti, Dr Jalaluddin Mohamed, l'assistante de l'Office national et directrice des affaires juridiques auprès du ministère des Affaires étrangères, Mme Marie Nathalie, et le directeur de l'Institut des sciences et de la Terre, Dr Mohamed Ousmane Awale. Les points focaux du programme de coopération technique du ministère de la Santé et ingénieur biomédical Mohamed Hassan Farah. Autre actualité, dans le cadre de renforcement de partenariat, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Deale Saïd, a rencontré le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi. Ainsi, dans le cadre de la promotion et la participation, l'intégration et l'égalité des chances des personnes handicapées, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Deale Saïd Mahamoud, a remis un certificat du label AMI de handicap au président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi. Handicapés, c'est un devoir pour nous d'être à la hauteur de notre responsabilité sociale. Et nous avons recruté un certain nombre d'handicapés. Je dirais que c'est un devoir national et c'est une grande partie de la population du pays. Ils ont les mêmes droits que les autres au travail et à toutes les autres facilités qu'ils peuvent avoir. Donc nous avons fait que notre devoir et nous avons remarqué que les handicapés, comme on dit, ne sont pas si handicapés que ça parce qu'ils ont une productivité supérieure aux non-handicapés. Éducation cette fois-ci, où l'inspection d'anglais en collaboration avec le British Council a organisé la première journée intitulée English Day à Djibouti. La cérémonie s'est déroulée aux hôtels Acacia et a vu la participation des inspecteurs Abdelkrim Hersi et des chefs d'établissement de tous les clubs anglais des collèges, des lycées de la capitale. Les participants ont assisté aux différentes activités comme des sketchs, divers jeux en lien avec la langue pour commémorer la première édition de l'English Day. Dans la foulée, il a été décidé de commémorer la journée anglaise chaque année, l'introduction de l'enseignement de la langue anglaise de la primaire dans le système d'éducation nationale est aussi une mesure forte dans l'amélioration des enseignements et apprentissages. Ainsi, le MENFOP met ainsi en œuvre une volonté du gouvernement de renforcer l'enseignement l'anglais qui revêt une importance capitale dans le cadre des ambitions de la République de Djibouti à former un capital humain à la hauteur des enjeux socio-économiques du pays. Sport à présent, dans le cadre de la 5e journée du championnat national du handball qui a pour la première fois s'est décolalisé dans la région de l'intérieur. Tadjoura a accueilli l'équipe d'Ali Sebier, un derby nord-sud délocalisé qui a tenu toutes ses promesses dans un complexe en feu et plein craqué. Ce sont les filles qui ont ouvert le bal. La chasse croisée aura duré 1 heure entre deux équipes séduisantes. À la solidité et à la puissance de filles d'Asjo, les Tadjouriennes ont répondu par leur jeu rapide sur tout le terrain et leur base matière arrière explosif. Et tout s'est décidé en fin de rencontre. De bonne défense de l'équipe de Tadjoura faisait la différence. Un dernier temps mort et se permettant de trouver une solution à 20 secondes du buzzer. Avantage tenu jusqu'au bout. Au sifflet final, les Amazones de la Ville Blanche se sont imposées sur un but d'écart, 8-7, et ont dignement fêté avec leur public. Dans l'autre équipe, partie de l'équipe masculine d'Ali Sabier a parfaitement maîtrisé son sujet en s'imposant sur un score de 18-12. Une belle option pour son match retour. Ce derby a vu la participation du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, du directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Mahmoud Suleiman Hared, du directeur des régions, Omar Hassan Abdillaï, le vice-président du conseil régional de Tadjoura, Abdelkader Omar, et le président de la fédération de handball, Ahmed Mohamed. Sur l'équipe d'Ali Sebier. Et aussi, le deuxième match, il est en cours. Et on espère que ça va se bien terminer. Et on demande à tout le monde un fair play. Il y aura des matchs de retour. Et on veut sensibiliser les gens pour qu'il y ait les championnats se déroulent dans les régions et à Djibouti-Ville, Inch'Allah. Et je veux que tous les sponsors
des régions ou locales ou à Djibouti-Ville, ils font des efforts pour nous aider sur cette initiative qu'on a commencée cette année pour que ça déroule bien. Et pour clore l'actualité nationale dans la vie de recherche, Khadir Ibrahim Moussa est porté disparu depuis une semaine. Il a quitté le foyer de ses parents le mardi 25 février, rappelons-le. En effet, âgé de 37 ans, Khadir n'a plus donné de signe de vie depuis 6 jours. Natif de la région d'Arta, le jeune homme ne présente aucune pathologie à part de dents manquantes au niveau de la mâchoire inférieure et est très connu de la ville. Sa famille s'inquiète de sa disparition et le recherche toujours. Malgré les recherches, ses proches restent sans nouvelles. Si vous pensez l'avoir croisé, vous avez des renseignements utiles à sa recherche, vous pouvez contacter son frère Ahmed Eid, le 77 81 25 61. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, l'Union européenne veut empêcher une nouvelle crise migratoire à ses portes. Dans ce contexte, les 27 soutiennent la ligne ferme défendue par la Grèce face aux arrivées des demandeurs d'asile. Le président de la Commission européenne, du Parlement européen et du Consul européen se rendront d'ailleurs ce mardi en Grèce. Une réunion extraordinaire des 27 ministres de l'Intérieur devrait avoir lieu cette semaine. L'Union européenne veut empêcher une nouvelle crise migratoire à ses portes. Dans ces contextes, les 27 soutiennent la ligne ferme défendue par la Grèce face aux arrivées des demandeurs d'asile. Les présidents de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil européen se rendront d'ailleurs ce mardi en Grèce. Une réunion extraordinaire des 27 ministres de l'Intérieur devrait avoir lieu cette semaine. Cette affaire soulève plus largement la question des relations avec la Turquie et en particulier l'accord migratoire conclu avec Ankara. Le texte adopté en 2016 a pour objectif de mettre un terme à l'immigration irrégulière par les territoires turcs. Ankara a finalement décidé d'ouvrir ses frontières pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ce que nous voyons maintenant n'est peut-être la réponse et la solution aux tensions actuelles. Les 27 ministres des Affaires étrangères devraient se réunir vendredi pour évoquer les différentes options envisageables pour l'Union européenne. Selon certains analystes, il n'y a pas d'autre solution qu'une coopération avec Ankara. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.